petit oral XENS qui est assez simple dans l'absolu, enfin son énoncé est assez simple et sa résolution n'est pas très difficile. Il s'agit de connaître quelques petites propriétés sur le groupe des permutations, mais sinon c'est pas très dur. Donc l'énoncé c'est juste déterminer les matrices qui commutent avec les matrices de permutation. Ok, bon déjà dans le vrai oral on nous rappellerait ce que c'est qu'une matrice de permutation, ce n'est pas au programme. Donc les matrices de permutation, donc c'est évidemment lié aux permutations. Ok, donc en fait on dit que P, on va appeler P sigma une matrice. En fait on choisit sigma dans dans le groupe des permutations, ok. On va dire que P sigma c'est la matrice de permutation associée à sigma, ok. Donc P sigma et P sigma qui va donc appartenir à GLN de R. Alors on va voir qu'elle est inversible. Bon, pour voir qu'elle est inversible, c'est très compliqué, parce que en fait, sigma, ici, c'est un groupe ici, donc si on peut prendre sigma moins 1 et donc faire P sigma fois P sigma moins 1, ça revient à trouver l'identité. Donc ça va bien être une matrice inversible. Et quelle est sa définition? Bon, bah en fait, P sigma de EI, ok, ça va juste être E de sigma I. Et donc évidemment, E1 jusqu'à En, une base canonique, enfin la base canonique en fait de R puissance n, ok. Bon, si on fait un petit exemple, en dimension 2 par exemple, pour n égale 2, donc si on prend la permutation n, donc en dimension 2, bon, il n'y a pas beaucoup de permutations qui existent, hein. Sigma n ici, bon, bah, il y a l'identité et puis il y a la permutation comme ceci. Donc cette permutation là, en fait, sa matrice de permutation, c'est juste, bon, bah, le vecteur E1 il se projette sur E2, donc il y a un 1 ici, et puis on a un 1 comme ça. Voilà. En dimension 3, par exemple, on pourrait avoir cette matrice. En fait, tout ce qui compte, c'est d'avoir, par exemple, ça, et puis ça. Voilà, donc par exemple, le vecteur E1. Et là, si on veut choper la permutation à partir de ça, il s'agit juste de faire comme ça. Donc on a 1, 2, 3. On remarque que pour le 1, on se projette sur E1, donc ici on a bien un 1. Et puis ensuite pour le 2, donc le deuxième vecteur, il se projette sur E3, donc ici ça fait 3 et 2. On a bien une permutation. Voilà, ça c'est le petit exemple. Euh, voilà les matrices de permutation. Alors comment on va s'attaquer à cet exercice? Donc déterminer les matrices qui commutent avec toutes les matrices de permutation, ça paraît pas évident. Donc on se dirait pourquoi pas prendre P sigma est multiplié par M et supposer que M bon, bah, commute avec toutes les matrices de permutation et donc on aurait cette égalité. Cette égalité va nous produire des équations et on essaierait de les résoudre comme ça. Bon, ça on se dit, est-ce que ça pourrait aboutir? Le problème avec les permutations, c'est qu'en fait c'est hyper large, surtout en taille n. Globalement, il y a n factoriel permutations à chaque fois. On se dit pourquoi pas penser à la démonstration que les matrices qui commutent avec toutes les autres matrices, c'est les matrices scalaires. On se dit peut-être avec des matrices particulières, on pourra arriver à le montrer, mais ça semble compliqué parce qu'on sait pas vraiment, on saurait pas vraiment quelle matrice appliquer. Donc on va plutôt penser à une propriété. Ça, on se dit, semble compliqué. Ok, donc on va essayer d'avoir un autre point de vue sur ça. En connaissant des petites propriétés sur le groupe symétrique qui sont bien, enfin sur le groupe des permutations qui sont bien au programme, notamment sigma n, en fait, il est engendré en tant que groupe, il est engendré par les transpositions. Les transpositions. Ok, alors les transpositions, c'est juste des éléments de sigma n particuliers. En fait, une transposition, c'est un deux cycles. Pour ceux qui connaissent les cycles, et je vais expliquer un peu plus encore, qu'est-ce que c'est les permutations, enfin les transpositions. En fait, si on trace le tableau, on aurait comme ça, on aurait 1, puis 2, puis ensuite on arrive jusqu'à un certain i, on arrive jusqu'à un certain j, et puis on va jusqu'à n. Ok, bon bah là on aurait 1, 2, là on aurait la même chose, puis ensuite à i, et en fait i, j, on va les intervertir, on va juste mettre j ici et i ici. Ici on va mettre n. Donc en fait, elle vaut l'identité de partout, sauf en i et en j, où juste on intervertit les deux, on change l'ordre des deux. Donc, bon, ça on dit que c'est une transposition, on les note en général tau, donc ici ça serait tau de n, et donc globalement, on peut noter tau ij en notation, donc c'est la transposition qui va intervertir i et j, et donc tau ij, on a deux propriétés. Bon bah pour tout cas
différent de i différent de j. Taux ij de k, bon bah c'est k, hein, c'est l'identité. Et puis sinon, ça nous dit que taux ij de i c'est j et taux ij de j c'est i. Voilà. Donc ça c'est les transpositions. Et donc en fait sigma n il est engendré par les transpositions. Donc ça veut dire, ce truc là ça veut dire quelque chose d'autre. Si sigma c'est une permutation, ok, bon bah sigma en fait ça va s'écrire comme, on peut l'appeler donc par exemple taux 1 jusqu'à taux p. Ok, ou ça c'est des transpositions, voilà. Et ça peut bien s'écrire comme ça, ok. Toute permutation peut s'écrire comme ça. Et donc on va se servir de ça et on va se dire en fait bah, déjà les matrices de permutation, enfin les matrices de transposition vont être un peu plus simples à gérer. En fait c'est juste des matrices où on va juste intervertir deux vecteurs, pas forcément plusieurs, et ça c'est plus facile à gérer. Puis ensuite on va remarquer un autre truc qui va nous servir justement pour conclure, parce que à montrer le truc sur les transpositions, il faudrait que ça montre le truc pour toutes les matrices des transpositions. Donc on se dit que ce groupe-là est engendré, bon bah tout cela nous induit à poser un petit morphisme qui donc à sigma associerait sa matrice de transposition, et donc on associe une permutation à une matrice inversible. Ok, une matrice inversible. Donc ça c'est un morphisme de groupe. Très bien. Donc un morphisme E de groupe. Ok, pourquoi c'est un morphisme de groupe? En fait, c'est juste la définition. Si on reprend cette définition ici, en composant deux fois par deux permutations, en fait, on obtient juste que bon, bah, P sigma 1 fois P sigma 2, en fait, c'est rien d'autre que P sigma 1 rond sigma 2. Voilà, c'est la même chose. Du coup, ça permet de montrer que ça, c'est un morphisme. Et donc, en fait, l'ensemble des matrices de permutation, qu'on pourrait noter P, l'ensemble des matrices de permutation, ok, alors il est engendré par les pétos. Voilà. Donc, en fait, on utilise juste le fait que sigma n soit engendré par les transpositions. Donc, du coup, ça, en fait, si on le restreint à P ici, ça, c'est un isomorphisme parce qu'il va être injectif. Ok, donc il est surjectif par définition et il va être injectif. Donc ça va être un isomorphisme quand on le restreint ici à P. Donc ça va nous dire en fait que l'ensemble des matrices de permutation, l'ensemble des matrices de permutation, il va être engendré par les pétos, puisque sigma n est engendré par les taux, les transpositions. Donc où taux est une transposition. Voilà. Et donc on va se dire, bon bah on va plutôt traiter notre problème comme péto de m est égal à m fois péto. Et là on se dit déjà ça semble un peu plus simple. On va essayer de comprendre, de calculer ces deux quantités, puis ensuite de les égaliser et voir quelles équations ça nous apporte. Donc on va déjà calculer celui qui paraît le plus simple, donc m fois péto. Donc déjà on va choisir i est plus petit que j, et taux ij, la transposition associée. Qui est la transposition associée. Ok, c'est une transposition. Voilà, on va même l'écrire taux, ça sera encore plus simple, on évitera de surcharger la notation. Donc taux qui est égal à taux ij, la transposition associée. Très bien. Et on va du coup s'intéresser à déjà m fois p, p taux. Donc ce truc là, en fait, si on regarde bien, ça nous dit juste que le vecteur j il va être transposé sur le vecteur i, et le vecteur i va être transposé sur le vecteur i. Donc en fait ça va juste inverser certaines colonnes. Si je les écris comme ça, colonne 1, donc ça c'est les colonnes de m, en fait ça va arriver jusqu'à un moment la colonne j qui a été intervertie avec la colonne i. Donc en fait on a juste eu ces deux colonnes qui ont été interverties. Ça nous dit juste ça, une matrice de transposition ça va juste intervertir les colonnes. Pourquoi? Bon, si je fais m péto de disons ej, bah en fait ça me donne juste m de ei. Donc la colonne, la jm colonne, puisque ça reprend juste les colonnes, hein, les vecteurs ej c'est des vecteurs de la base canonique, donc ça récupère les colonnes. Donc si je veux récupérer le ej, donc ici la colonne ej de m péto, c'est en fait juste m de ei, donc c'est juste la colonne i, et inversement pour l'autre, donc ça va juste inverser les colonnes. Et en fait si on fait péto fois m,
Bon, bah cette fois-ci, on va faire exactement la même chose, sauf que ça ne va pas être sur les colonnes, mais bien sur les lignes. Donc on a L1 jusqu'à un moment, LJ, LI, puis ensuite LN. Ok, et donc on a interverti, encore une fois, les deux ici. Ça paraît simple. On se dit, on a interverti des colonnes puis des lignes, on se dit, bon, on va choper des équations, ne va pas être un supplice. Ça devrait être pas trop difficile dans l'absolu. Et donc on va essayer de trouver des équations avec ça. Donc déjà, on va pouvoir égaliser certains éléments. Donc première étape, on va déjà choisir des éléments qui sont centrés sur les colonnes J et sur la ligne, une certaine ligne particulière. Et pas des éléments qui sont par exemple dans ces colonnes-là, qui ne sont pas touchés. Mais on n'oublie pas que si on ne touche pas aux colonnes ici, bah en fait les lignes, elles vont probablement être touchées. Parce qu'on intervertit ici les lignes. Ok. Donc ça va nous donner des équations. Donc on va déjà commencer par la colonne CJ. Et donc en fait on va regarder, première étape, ici par exemple le coefficient qui est placé euh, à la IM ligne et la JM colonne. Donc la IM ligne et la JM colonne ici, la IM ligne, donc c'est les lignes ici on les voit pas trop, mais la JM colonne c'est ici. Et donc en fait ici à la IM ligne et à la JM colonne on a du AII. Donc ça c'est à la IM ligne, et la JM colonne. Ok. Et puis ici, si on regarde pareil à la IM ligne et à la JM colonne, donc la IM ligne, on apparaît dans LJ et la JM colonne, bon bah les colonnes n'ont pas été bougées, donc on obtient bien du AJJ. Ici à cette truc là. Et donc ça nous égalise déjà, ça nous dit que AII va être égal à AJJ. Bon, on a une première équation. Donc déjà, bon, on sait que ceci va être valable pour toutes les transpositions. Donc en fait, ça nous dit déjà qu'on a une diagonale égale. On a déjà une diagonale égale sur notre matrice M avec cette équation. Puis ensuite, on va aller sur un autre endroit. On va aller sur un endroit K qui va être différent de la colonne I et la colonne J. Donc on va aller sur la kème ligne par là, disons. Enfin la kème colonne, excusez-moi. La kème colonne et la, disons, IM ligne. On va plutôt aller, ici. On pourrait, ça dépend comment on veut le faire. Mais si par exemple on va ici, donc ouais, à la kème colonne et à la IM ligne. Bon, ici à la kème colonne et à la IM ligne, globalement il ne s'est rien passé, donc on a bien du AIK. À cet endroit, à la IM ligne et à la kème colonne, ça n'a pas bougé. Et ici, bon bah à la kème colonne, on a un truc, et à la IM ligne, en fait on a maintenant du J. Ça nous dit que c'est AJK ici. À la IM colonne, à la IM ligne et à la kème colonne. Ok, ça nous dit ça. Donc, on a encore une nouvelle égalité, AIK qui va être égal à AJK. Voilà, ça nous donne une nouvelle égalité. Et cette égalité, donc ça c'est pour I différent de J, ok, sinon ça va pas fonctionner. Et en fait on peut même la prolonger pour les I et pour les J. Donc ça c'est pour I différent de J. Sinon ça va pas marcher, on le voit bien pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Enfin, l'autre égalité nous fournirait que ça fonctionnerait. En soi, oui, ça fonctionne, mais l'égalité brute ne nous la donne pas. Et donc ça nous dit quoi? Ça, c'est valable pour tout cas. Donc en fait, ces deux équations nous fournissent globalement que pour tout IJ, pour tout I différent de I, enfin tout différent de J, AIJ est constant. En fait, ils sont tous égaux. Puisqu'on peut choisir K comme on veut, J comme on veut, donc en fait on peut tout choisir comme on veut ici. Et donc ça nous dit que A et J, ils sont tout le temps égaux, il est tout le temps égaux aux autres coefficients de la matrice. Très bien. Et ça nous dit aussi qu'on a une diagonale égale. Donc une diagonale qui est la même pour tout le long, enfin oui, voilà, tout le long des coefficients. Donc en fait, bon, les AIJ constants, ça veut dire que globalement la matrice, on pourrait l'écrire avec que des 1 ici, puis ensuite un lambda devant, donc quasi que des 1 de partout.
Voilà, et en fait on va même pouvoir l'écrire que des 1 partout, donc des 1, des 1, des 1, voilà. Lambda fois que des 1 plus mu fois in. Ok, puisqu'on a une diagonale égale, donc on veut une matrice scalaire au centre. Et donc en fait, ça nous dit que globalement, les matrices qui vont commuter, les matrices qui commutent avec les matrices de transposition, donc les P sigma, bon bah en fait elles appartiennent, sont dans vect de in et h. Ok, où h en fait c'est la matrice avec que des 1. Donc 1, voilà, c'est la matrice avec que des 1. Et donc ça nous dit qu'elles sont là-dedans. Et en fait on peut vérifier facilement, mais la réciproque est vraie. Hein. Si m est dans vect de INH, ça se vérifie facilement. On a bien M commute avec toutes les P sigma. Voilà, ça se vérifie facilement. Et donc en fait l'espace qu'on recherchait depuis le début, c'est celui-là. Vect de INH. Voilà. Il y a certains détails que j'ai pas précisés, mais tout fonctionne très bien. Puisque si on commute en fait avec toutes les transpositions, on va commuter avec tous les P sigma. Puisque commuter avec les transpositions, si on écrit sigma, une transposition comme tau 1 jusqu'à tau p, bon bah le morphisme il nous dit que p sigma en fait c'est juste p tau 1 jusqu'à p tau p, très bien, et en fait bon bah m p tau 1 bah, ça va commuter, enfin en gros si on fait tous les produits ici p tau p, déjà on commute les deux ici, puis ensuite m il va se placer ici, on le commute, et du coup on va arriver à le commuter